Bameurs et Bameuses, bonjour. Pour faire suite à l'interview que nous avons faite d'Anne Dumont et de Thierry van der Linden sur le livre dont Anne Dumont était l'auteur qui s'intitule Covid-19, des experts et des ministres dignes de confiance, nous recevons avec beaucoup de plaisir Monsieur Laurent Mukeli qui a écrit la préface de ce livre. Bonjour, Laurent Mukeli, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Et donc, je voulais avoir un petit moment avec vous pour un petit peu aller plus profondément dans le livre et en même temps avoir votre avis sur certaines questions que nous avons débattues lors de l'entretien avec Anne Dumont et Thierry van der Linden. Dans la préface que vous avez écrite pour ce livre, vous dites que vous retrouvez dans le travail d'Anne Dumont ce que vous avez appelé la doxa du Covid. Pour vous, cette doxa, est-ce qu'elle est derrière nous ? Ou pour de bon, ou est-ce qu'elle pourrait revenir dans le futur? Ok. Je vais commencer par vous remercier pour l'invitation et pour compléter ma présentation, préciser que je n'ai aucune forme de conflit d'intérêt, mais vraiment d'aucune nature, c'est-à-dire ni financier, ni politique. Je ne représente absolument aucune forme d'organisation, ni même intérêt de réseau, intérêt des carrières, intérêt amicaux, familiaux, ou que sais-je. Voilà. Concrètement, j'ai strictement rien à gagner à dire ce que je dis. La seule chose qui m'intéresse, c'est la recherche de la vérité. Alors, pour répondre à votre question, la doxa est-elle concept qu'il faudra que je définisse à un moment donné. Hein. Mais allez-y, je vous en prie. On peut commencer par là. Voilà. Oui, bon, c'est pour le moment, dans l'état actuel du débat public, on va y revenir. Pour le moment, je dirais, c'est ma toute petite victoire personnelle, c'est d'avoir réussi à populariser au fond ce concept dans le débat public. J'en suis ravi. Alors, il faut expliquer en deux mots d'où ça vient. C'est un vieux concept philosophique qui a été importé en sociologie par un sociologue français très connu qui s'appelait Pierre Bourdieu. Et la doxa, ça désigne au fond le discours auto-légitimant, auto-justificatoire des élites qui dominent la société à un moment donné. Donc c'est le discours dominant, c'est le discours qui est dominant parce que c'est le discours des dominants, et donc c'est un discours à travers lequel les dominants cherchent à justifier leur position de domination. Ce sont elles qui savent ce qui est bien et bon pour nous, stupides populaces, qui ne savons pas. Voilà, en simplifié, c'est ça la doxa. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on est toujours dedans, en plein dedans, bien sûr, même si on voit que les choses commencent à se craqueler d'un petit peu partout. Il va sans doute falloir encore quelques mois, même peut-être plus, pour que globalement, on va dire, tout ce récit qui nous a été imposé comme une vérité indiscutable finisse par tomber. Mais il faudra du temps, évidemment, parce que nous sommes allés tellement loin dans la corruption pour certains, dans la compromission pour beaucoup d'autres, dans la bêtise, dans le renoncement à tellement de formes de déontologie, etc., que c'est douloureux, ça va être douloureux pour beaucoup de personnes, bien sûr, hein, de reconnaître ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont dit, etc. Voilà. Mais néanmoins, ça finira par tomber sur ce sujet-là. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que si nous ne sommes pas capables d'analyser précisément toutes les erreurs qui ont été faites ici, mais alors il y a de forts risques qu'on les reproduise et que ces phénomènes d'imposition par propagande de formes de pensée unique à grands coups de propagande, à grands coups de censure, etc., il est à craindre que ça se reproduise sur d'autres questions, d'autres objets. Le plus évident qui nous pend au nez, c'est les raisons environnementales, climatiques. Peut-être que voilà, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, sous prétexte de réchauffement climatique ou d'autres choses, les politiciens qui nous dirigent seront capables à nouveau d'inventer des formes de propagande absolue qui vous interdisent et vous culpabilisent si vous émettez la moindre critique et qui justifient derrière des mesures incroyablement liberticides. Malheureusement, ce schéma-là, qui risque de se reproduire, il n'est pas nouveau en soi. Moi, j'étais préparé en réalité à le comprendre de par mon métier et mes objets précédents. Je travaille sur des questions de sécurité depuis une vingtaine d'années, qui sont l'objet de manipulations politiques et de mise en scène déformante de la part des médias de manière absolument constante. Mais là, on est passé à un niveau supérieur, je dirais, à un cap supérieur. Et c'est pour ça que j'insiste, si nous ne sommes pas capables de tirer vraiment les leçons critiques de cela, de remettre tout à plat, alors malheureusement, on risque de le refaire sur d'autres sujets dans quelques années.
Et cette désinformation dont vous parlez, dont vous avez été témoin avec votre travail depuis plusieurs années, donc même avant la crise sanitaire, c'est une désinformation que vous avez trouvée où? Déjà dans le milieu scientifique, la désinformation économique, parce qu'elle existe aussi, je pense. C'est quoi et où que vous avez trouvé cette désinformation? Ouais. Alors, il y a deux choses qui sont classiques, et puis il y en a deux autres qui sont en partie nouvelles. La première chose qui est classique, c'est le fait que en gros, les politiciens font un usage quasi professionnel du mensonge. Ça ne devrait pas nous étonner, en réalité, hein, ça ne devrait pas nous étonner. C'est malheureusement un petit peu vieux comme le monde. Ça a été montré de mille façons sur mille objets. Il fallait vraiment que les gens soient profondément empêchés de penser par leurs émotions pour ne pas se rendre compte hein, que c'était exactement la même chose, et même puissance 10, je dirais, qui se passait pendant cette crise sanitaire. Donc le premier acteur qui classiquement est prêt à tout, y compris à mentir honteusement à tout moment, c'est l'acteur politique. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est classique, c'est que derrière cela, il y a le lobbying des industriels qui, quel que soit le domaine, sont là pour faire un maximum de profits financiers, hein, dans le maximum et dans le laps de temps le plus court possible. Ça non plus, c'est pas nouveau. C'est des choses qu'on retrouve sur la sécurité classiquement. J'ai par exemple publié il y a quelques années une grande enquête sur la vidéosurveillance. On retrouve très bien hein, donc ces comportements politiques, ce lobby industriel qui est derrière, dont le but est de faire de l'argent. Ça, c'est très clair. Alors, ce qui est nouveau dans cette crise, c'est d'une part le degré de compromission des médias et leur totale incapacité à organiser un quelconque débat contradictoire pour se transformer au contraire en de véritables chiens de garde de la propagande politique hein, et pour traquer au fond tous les opposants à cette doxa, donc à ce discours des dominants. Hein. Là, ce qui est évidemment une contradiction majeure avec leur éthique professionnelle. Hein. Voilà, ils sont censés se tenir à distance des puissances politiques et des puissances de l'argent, faire prévaloir la liberté d'expression, faire enquête, organiser des débats contradictoires, etc. Tout ceci a disparu, tout ceci a volé en éclats durant cette crise. Il y a des raisons à ça, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première chose nouvelle, hein, ce degré-là, en tout cas, au fond, hein, de paralysie, de compromission des journalistes, c'est quelque chose qui est proprement sidérant. Et la deuxième chose qui est également nouvelle dans cette crise, elle n'est pas nouvelle en soi, mais elle est nouvelle dans ce type de crise générale, au fond, c'est le degré de corruption qui peut exister dans les sciences biomédicales elles-mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas nouveau en soi. Cette corruption, malheureusement, elle se développe depuis plusieurs dizaines d'années, hein, et c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant. Il y a des rayons entiers de bibliothèques sur la corruption dans les sciences biomédicales, quand on veut bien se renseigner. Pour ne citer un seul livre récent, mais je répète, il y en a des rayons entiers de bibliothèques, hein, mais le livre, par exemple, du célèbre médecin danois Peter Gotze a été traduit en français d'ailleurs en 2019. C'est une lecture essentielle hein, qui est de salubrité publique et qui passe en revue ces phénomènes de corruption qui, je répète, sont vraiment des secrets de polichinelle. Et cette corruption, c'est pas la corruption de base du petit médecin pour lui faire vendre un petit médicament, ça c'est classique. Non, là il s'agit de corrompre, d'une part, les gens qui ont des positions, qui sont des key opinion leaders, comme on dit en anglais, hein, les gens qui ont des positions d'influence dans les institutions sanitaires publiques, et d'autre part, une corruption qui s'exerce au sein même de la production scientifique, hein, par le biais des revues scientifiques, voilà, avec des phénomènes incroyables pour quelqu'un comme moi qui vient de l'univers des sciences sociales, hein, mais qui est fréquenté du coup depuis 2 ans et demi celui des sciences biomédicales, y compris en faisant l'expérience hein, de soumettre des articles dans des revues à comité, etc. C'est tout à fait frappant le fait que cette corruption s'est immiscée effectivement au sein des revues. Ce que d'ailleurs tous les grands directeurs de journaux ont déclaré encore une fois ces dernières années. C'est pour ça que je parle d'un secret de polichinelle. Hein. Mais si vous lisez ce qu'a déclaré Richard Norton, par exemple, le directeur du Lancet, si vous lisez ce qu'avait écrit, elle en a fait un livre entier, hein, Marcia Angel, l'ancienne directrice du New England Journal of Medicine, ou même Joe Mandelini, le directeur du JAMA, hein, du Journal de l'American Medical Association. Voilà, tout le monde est au courant en réalité. Et la raison principale, évidemment, c'est
le fait que malheureusement, la plus grande partie, pas tous, hein, pas tous, mais la plus grande partie des médecins-chercheurs qui publient dans les revues sont soutenus par les industriels, hein, sont financés par les industriels. Dans certains cas, sont même simplement les prête-noms pour signer dans des revues scientifiques des articles qui ont été écrits en réalité par les industriels pour vanter les bienfaits de leurs médicaments. Voilà. Donc, que si on voulait poser la question à qui profite le crime, on pourrait, en tout cas de cette crise sanitaire-ci, on pourrait le lier au lobby pharmaceutique ou à d'autres gens encore. Alors oui, il y a d'autres gens aussi. Alors, bon, résumons les choses. Quelle est l'histoire officielle qui nous est racontée? Donc, ce que j'appelle globalement, hein, la doxa. Quel est ce récit? C'est le récit c'est très simple, au fond, ça nous dit, c'est une histoire, hein, l'histoire officielle qu'on nous raconte, celle donc que les élites aimeraient, au fond, voir gravée dans le marbre, hein. Ils aimeraient que ce soit dans les manuels scolaires, au fond, que nos enfants et nos petits-enfants apprendront à l'école dans quelques années. C'est ça l'enjeu. C'est un discours qui a tenu, au fond, en 4 affirmations successives, hein. Je les résume parce que la dernière me permet de rebondir sur votre question, hein. La première affirmation consistait à déformer totalement la réalité pour nous raconter qu'on risquait tous de mourir. C'est la base, c'est le point de départ, c'est la base, c'est ce qui installe la peur, c'est ce qui branche tout le monde sur le registre de l'émotion, c'est donc ce qui paralyse la pensée, et c'est ce qui a malheureusement atteint tout le monde, y compris un certain nombre parmi les intellectuels et les scientifiques les plus chevronnés. Voilà. Dès lors qu'on se met à trembler de peur, on ne peut plus réfléchir, c'est tout à fait certain. Le deuxième élément, c'est celui qui en a rajouté encore dans la peur, hein, sans passer même à la panique ou à la terreur, c'est l'affirmation selon laquelle on ne pourrait pas soigner la Covid, la maladie qu'engendre le SARS-CoV-2. Ce qui est également tout aussi faux, hein, mais on va voir le rôle que ça a. Le rôle était de faire place nette pour la fin de l'histoire, hein. Le troisième élément, la troisième structure au fond de ce récit, c'est celui qui consiste à dire, donc, puisqu'on risque tous de mourir prétendument et qu'on ne peut pas soigner, prétendument, alors la seule chose que nous pouvons faire, au fond, c'est tous se cacher sous le lit, ça s'appelle le confinement général. Okay, et la fin de l'histoire, le Deus ex machina de la tragédie antique, c'est nous serons tous délivrés le jour où arrivera le vaccin. Voilà, c'est ça l'histoire, hein, qui nous est contée, qui ressemble beaucoup quand même à un conte pour enfants, il faut le dire, hein, le grand méchant loup qui arrive, et puis quand papa reviendra avec son gros fusil, hein, il tuera le loup et tu pourras ressortir, danser et chanter, youpi youpi. Voilà. La structure est celle-là en réalité, hein. C'est dramatique pour tous les gens qui se sont laissés berner, mais c'est ainsi. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est le vaccin. Voilà. Alors, à qui profite le crime? C'était votre question. Il fallait que je résume ça pour y arriver. Le crime profite évidemment à tous les gens qui, depuis des années, on fait du vaccin le symbole, au fond, hein, en réalité, de l'espèce d'OPA général sur notre santé, hein, opéré par ces industries. Alors, il y a des industries, bien sûr, il y a le vendeur, si vous voulez, celui qu'on voit tout de suite, le vendeur, mais derrière le vendeur, il y a des sociétés, il y a des actionnaires, il y a des soutiens. En réalité, c'est ce que j'ai montré je continue d'ailleurs dans mon travail, que j'ai déjà montré en partie dans les 2 tomes de mon livre, hein, la doxa du Covid, et puis dans la suite qui va venir, c'est qu'en réalité, c'est un cartel, hein, c'est un véritable cartel capitaliste américain, très clairement, qui est composé, bien sûr, de certaines grandes industries pharmaceutiques, celles qui sont les grandes gagnantes, à commencer par Pfizer, hein, bien sûr, mais derrière ça, qui est également constitué par ceux qui, depuis des années, hein, vendent, au fond, hein, leur idée, là aussi, dramatiquement infantile, mais c'est comme ça, hein. Monsieur Bill Gates, au fond, passe son temps à dire « moi, je veux sauver l'humanité en vaccinant l'humanité ». Malheureusement, on peut résumer sa pensée ainsi, c'est aussi simpliste et infantile que ça. Et ça joue un rôle tout à fait important, hein, puisque la Fondation Gates, non seulement on la retrouve comme actionnaire dans la plupart des industries dont je vais parler, mais on la retrouve également comme nouveau grand financeur depuis quelques années de l'Organisation mondiale de la santé elle-même, hein, ce qui est une nouveauté. Lorsque j'avais fait mes études il y a un quart de siècle, l'OMS était financé fondamentalement par les États, hein, les plus riches des États. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde peut vérifier que dans le budget de l'OMS, il y a 2 colonnes, il y a les États d'un côté, puis les donateurs privés de l'autre. Et le plus important, c'est la fondation de Bill Gates, qui elle-même est un soutien financier parfois décisif à toute la liste des autres acteurs privés qui sont au financement de l'OMS, voilà, à commencer par la Gavi,
la Global Alliance for Vaccine, je ne sais plus quoi. Bref. Gavi, auquel d'ailleurs notre Premier ministre contribue activement. Voilà. Mais oui, mais c'est bien le problème, que l'entremêlement permanent, hein, en réalité, et pour le dire en manière encore plus générale, parce que c'est ça un des fonds du problème, c'est que face à, à ces cartels, au fond, hein, corrupteurs qui se cachent derrière, enfin, nos États, nos gouvernements, nos sociétés sont de moins en moins protégés parce que par ailleurs, la doctrine libérale qui prévaut dans nos pays occidentaux de plus en plus depuis une vingtaine d'années, en réalité, c'est le partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on remplace une époque où il y avait au fond un État gendarme, hein, qui polissait ce monde de requins, hein, qui est le monde capitaliste, pour protéger un minimum les populations. Voilà. Cette doctrine a été remplacée aujourd'hui par la doctrine du partenariat public-privé. Donc évidemment, si on n'est plus un gendarme, mais qu'on est le partenaire de l'entreprise, ça change totalement vos relations et ça se concrétise dans quelque chose qui est tout à fait décisif, qui est la circulation des personnes. C'est-à-dire qu'au nom de ce partenariat, eh bien, on voit des agents publics qui vont passer dans le privé, puis revenir éventuellement dans le public, et dans certains cas, qui vont même faire ce petit va-et-vient dans le même domaine. C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui vont passer, en l'espace de 15 jours, d'une position dans le secteur public, où ils sont les contrôleurs d'un domaine, et qui vont passer, au fond, de l'autre côté, hein, du côté de ceux qu'ils contrôlaient avant, dans le privé, et éventuellement y revenir ensuite dans le public. Voilà. Ceci est clairement une machine à développer la corruption. Voilà. Et c'est ce type de problème qui, aujourd'hui, en réalité, se cache derrière la plupart des choses qui nous arrivent. Sur le site Décoder l'écho, les statistiques de mortalité ou hospitalisation selon le statut vaccinal, on a appris que donc ça n'existait pas en France. Je pense que c'est la même chose en Belgique, il faudrait vérifier. Et en fait, ces statistiques, c'est la seule façon de lier le vaccin aux effets secondaires. Comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ces statistiques, d'après vous? Alors, il y a deux choses différentes, hein, dans votre question. Là aussi, il faut les séparer en réalité, hein. Donc, la première question, c'est celle que nous posons effectivement avec Laurent Toubiana, mon collègue de l'INSERM, avec Pierre Chaillot, mon collègue de l'INSEE, c'est lui qui tient la chaîne YouTube à laquelle vous venez de faire référence. Et nous demandons depuis plusieurs mois, en réalité, hein, depuis plusieurs mois, au ministère de la Santé, à Santé publique France et à une autre grande direction statistique interministérielle, qui est l'adresse, de publier une donnée dont nous sommes persuadés qu'ils l'ont, hein, qui est tout simplement le statut vaccinal, effectivement, des personnes hospitalisées, décédées, etc. Le ministère a tout récemment, c'est l'affaire que vous évoquez, tout récemment fini par répondre quelque chose en prétendant que ces données n'existaient pas. Nous ne le croyons pas, hein, puisque nous les voyons utilisées en partie à d'autres moments, nous les voyons exister également dans d'autres systèmes de santé. Nous, ce que nous croyons en réalité, c'est que le gouvernement rend public les chiffres quand ça l'arrange, hein, et en les présentant comme ça l'arrange, y compris jusque dans les agences statistiques, hein. On pourrait parler de la façon dont l'INSEE présente les données de mortalité, par exemple, hein. Et donc, ce que nous croyons, c'est que le gouvernement utilise les chiffres quand ça l'arrange et dit qu'il n'y en a pas, ou les passe sous le tapis, ou dit qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne valent rien, quand ça le dérange. Quand ça le dérange. Voilà. Cette hypocrisie, en fait, est généralisée. Ce deux poids, deux mesures est généralisé. Je peux vous le montrer d'une autre manière. Lorsque, en avril, mai, juin 2020, euh, 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 en France, en Belgique, dans d'autres pays, nous étions au cœur de ce que j'ai appelé la guerre du médicament, hein, et la guerre de l'hydroxychloroquine. Lorsqu'il s'agissait, pour les tenants de la doxa, de nous expliquer que les gens de l'IHU de Marseille étaient tous une bande de charlatans, etc., que l'hydroxychloroquine, dans le meilleur des cas, ça servait strictement à rien, que dans le pire des cas, ça avait des graves conséquences cardiaques. Bon. Que quand on lit les articles de presse à l'époque, qui sont tous à charge et cherchent tous à démolir, hein, les propositions thérapeutiques de l'IHU de Marseille, qu'est-ce qu'on va trouver au fond de ces articles comme argument dit de preuve en dernier recours? Ben, on va trouver des données de pharmacovigilance, hein, qui font remonter le fait qu'on présume que 1, 2, 3, 4, 5 cas de décès seraient liés à la prise d'hydroxychloroquine. Donc quand les chiffres là arrangent, eh bien, tous les journalistes font leurs articles là-dessus et le gouvernement fait sa communication là-dessus.
exactement les mêmes chiffres, la même source, la pharmacovigilance, lorsqu'elle nous montre qu'il y a un nombre incroyablement élevé d'effets secondaires suite à l'administration des 10 vaccins anti-Covid, et là, tout d'un coup, on vous répond qu'en fait, vous n'avez rien compris, il n'y a aucune forme de relation, hein, ce ne sont que de vagues présomptions, il n'y a rien établi, et donc dégagé, question suivante, tout ça est caché sous le tapis. Voilà. C'est pour ça que je dis, et je répète, quand les chiffres arrangent le gouvernement, tout d'un coup, ils sont bons, quand les mêmes chiffres le dérangent, ils ne sont plus bons ou ils n'existent pas. Voilà. Cette hypocrisie est tellement généralisée hein, que, pour ma part, et je pense que c'est le cas aussi de mes collègues, nous ne croyons pas un mot de ce que le gouvernement raconte quand il dit qu'il n'a pas l'information que nous lui demandons. Mais c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que si c'est une des seules façons, en tout cas d'officialiser ou en tout cas de dire ok les effets secondaires sont vraiment liés au vaccin, si c'est la seule façon d'avoir ces statistiques et qu'on ne peut pas les avoir, on va à la catastrophe. Mais en réalité, on les a déjà dans d'autres pays. Hein, vous savez, bon, voilà, en France, peut-être aussi en Belgique, je connais bien moins bien évidemment la situation politique, mais dans un certain nombre de pays, on est plus en retard que d'autres, on va dire, dans la sortie de la doxa. Voilà. Il y a un certain nombre de pays où ce débat commence à avoir lieu et où ces données existent. Bon, après, un certain nombre de gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour essayer de les faire oublier ou d'en tordre l'interprétation le plus possible, mais elles sont au moins disponibles. Voilà. En France, sur ce sujet, mais comme sur d'autres, on voit bien que le pouvoir politique est arc-bouté, au fond, hein, sur ces mensonges, et il y a même certains qui en font des affaires personnelles, hein, manifestement, hein, M. Macron, M. Véran, etc. Bon, voilà. Donc c'est comme sur d'autres sujets. Hein, regardez le débat actuellement que nous avons ces jours-ci en France au Parlement hein, sur la réintégration ou non des soignants suspendus. Ben, c'est exactement la même chose. La France sera bientôt le dernier pays du monde à continuer ce blocage. Et on voit bien que c'est véritablement une intention politique qui vient d'en haut. C'est très très clair. Et vous, Voilà, donc ce petit jeu, bah, sans doute, ils vont essayer de le faire durer autant qu'ils peuvent. Et puis un jour, ça finira par s'écrouler. et vous croyez que c'est le prochain scandale sanitaire à venir? Ah, mais non seulement je pense que cette histoire est le prochain scandale sanitaire à venir, parce que c'est déjà depuis le début un scandale, mais je suis par ailleurs persuadé que c'est le plus gros scandale sanitaire de toute notre histoire, en De réalité. l'histoire. Bien sûr, de toute notre histoire. Voilà. Et ça va en réalité très très loin. Comme je et nous, parce que nous sommes nombreux à l'avoir dit, écrit en tous les sens, au final, quand on aura reconnu, ça va prendre des mois, probablement des années, hein, mais quand on aura fini par reconnaître que ce qui a fait le plus de morts, ce n'est pas le virus, ce sont les politiques sanitaires, hein, en particulier du fait d'avoir voulu empêcher les médecins de soigner les gens, hein, en particulier les médecins généralistes, de soigner précocement les gens, précisément avant que ça dégénère. Hein. Voilà, il arrivera un jour où il faudra bien reconnaître que c'est ça qui a tué le plus de monde et pas le virus. Vous êtes traité de désinformateur comme beaucoup d'autres d'ailleurs sur Wikipédia, où vous avez été viré du blog Mediapart. J'ai été en fait sur le site de l'Union européenne pour trouver pour trouver justement par rapport à tout ça une sorte de manuel pour repérer les complotistes. C'est assez édifiant. On y mélange les gens qui ont des théories fumeuses avec ceux qui posent des questions. On dit même que les théories du complot, enfin en tout cas les complotistes et les théories du complot peuvent surgir de nombreuses sources comme la famille ou les amis. Comment vous vivez ça en fait, ces choses-là, ces pressions, comment vous les vivez? Comme tous les savants qui ont osé dire qu'ils n'étaient pas d'accord, dans tous les pays, je vis évidemment douloureusement toutes les formes d'insultes, de diffamation, d'ostracisation, etc., que je subis de façon hebdomadaire, on va dire, hein, depuis le tout début, depuis absolument le tout début. Voilà. Et qui continueront tant que l'ensemble des acteurs qui organisent cette propagande continueront jouiront toujours de la même impunité hein, pour continuer à raconter n'importe quoi sur les gens. Voilà. Ceci dit, encore une fois, tout ceci commence à se craquer de plus en plus. Hein. Et puis, tôt ou tard, la justice aussi viendra aussi mettre un certain nombre
un certain nombre de limites à tout ça. En tout cas, c'est une espérance qu'il faut avoir, hein. Non pas du tout pour se venger de tel ou tel. Enfin, moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout, mais pour la symbolique, hein, c'est tout à fait fondamental. Et ne serait-ce que pour rappeler que la justice est quand même censée être un, un des garants de la démocratie, hein. Donc, a fortiori, quand les autres disparaissent, il faut évidemment continuer à espérer dans le rôle de celui-là, de ce qui nous reste. Mais voilà, donc oui, bien sûr, c'est évidemment extrêmement déplaisant. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est de comprendre comment ça fonctionne, et c'est le fait que, avec les petits moyens que nous avons, que vous avez, que j'ai, eh bien, nous continuons à expliquer, hein, au plus grand nombre possible que voilà, il faut arrêter de raisonner comme des petits enfants, il faut arrêter de croire que ce que raconte tel ou tel site internet, tel ou tel journaliste, c'est forcément vrai sous prétexte que voilà, il pense, il a ceci ou cela. En réalité, c'est un comment dire, tout l'ensemble des médias, l'ensemble d'Internet, l'ensemble de ce qui circule sur Internet, tout ça est l'objet en fait d'une guerre d'influence, hein. On est dans une véritable guerre d'influence permanente. Ce qui est en jeu, c'est la narration, dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est le récit, c'est la vérité officielle, etc. Et le drame, un des drames de cette histoire, encore une fois, c'est que les journalistes se soient fait à ce point-là rouler dans la farine, pour un certain nombre d'entre eux volontairement, hein, en réalité, et puis pour d'autres, juste par conformisme, par incapacité à dire non, ce qu'on comprend, hein, dans un certain nombre de cas, tout ça est très hiérarchisé, etc. Et là, beaucoup de gens cherchent à éviter les ennuis, hein, voilà, et donc finir par dire comme les autres, même si au fond d'eux, ils ont de gros doutes. Mais ce qui est terrible, c'est pour l'instant notre incapacité à identifier ces formes organisées de propagande, hein, les réseaux d'influenceurs qui se sont montés un peu partout et dont, pour les mettre les gens sur la voie, c'est très simple, hein, c'est très simple puisque leur voie d'entrée, au fond, c'est le fact-checking. C'est ça leur clé d'entrée. C'est de prétendre qu'ils sont des vérificateurs, ils vont, euh, ils vont aider à faire le tri entre la bonne et la mauvaise information, ils vont traquer les mauvaises informations, les fake news, blablabla. Voilà. C'est très clairement aujourd'hui le cœur de la propagande, c'est cette énorme machine qui prétend, ce qui est un comble, hein, mais c'est comme ça, qui prétend précisément en fait éliminer toute forme de critique ou de discussion de ce qu'elle raconte au nom, hein, de la prétendue bonne information qu'elle-même à la fois produit et chasse-garde, au fond, hein. Le conflit d'intérêts est au cœur même de ce discours. Donc c'est ça dont il s'agit, c'est tous ces réseaux d'influenceurs qui sont extrêmement présents dans les médias, sur Internet, sur les réseaux sociaux, tous, hein, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., hein, TikTok, que sais-je, bref, c'est absolument partout que sévissent en fait, hein, ces bandes d'influenceurs qui sont pour certains il faut suivre, hein, ce qui commence à sortir. Il y a le journal François qui sort des petites choses. Il y a un excellent article que je suis en train de traduire qui sera publié sur mon blog bientôt de 5 collègues israéliens qui précisément ont fait un gros papier pour montrer comment, comme ça, dans tous les pays, tous les savants qui se sont, comme moi et beaucoup d'autres, et d'autres plus connus que moi, qui se sont rebellés contre ce discours unique, cette pensée unique au nom de la science avec un grand S, c'est-à-dire en fait l'idéologie, hein, le scientisme. Tous, on a absolument tous subi les mêmes attaques, les mêmes pressions, qui dans certains cas vont même jusqu'à chercher à tuer socialement, et à tuer symboliquement les gens, hein, en les diffamant, les insultant, etc., en les traitant de tous les noms les plus stupides du moment. Et puis il y en a même qui cherchent à tuer professionnellement, socialement. Et il y a des gens qui ont perdu leur travail, ou qui ont perdu tout ou partie, en tout cas, de leur travail. Voilà. C'est de ça dont il est question, malheureusement. Comment s'y retrouver alors ça sera ma dernière question. Comment les auditeurs peuvent s'y retrouver dans ce système, dans ce flot d'informations et ce système de fact-checking qui a été mis en place? Et d'après vous, sous question, qui a mis ce système en place? Hmm. Comment s'y retrouver? C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je fais partie des gens qui ont jeté leur télévision il y a déjà une vingtaine d'années. Ouais, euh, maintenant, j'ai également résilié quasiment tous mes abonnements à des médias quels qu'ils soient. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Par ailleurs, sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi.
je passe mon temps à l'expliquer aussi aux gens qui m'écoutent en disant oui, ils ont bien compris que ce qu'était la propagande et comment ils se faisaient berner à longueur de journée. Mais bien souvent, ils me disent ah, mais ouais, moi j'ai vu ça sur Internet, machin, et c'est une autre bêtise en réalité. Hein, voilà. Donc c'est très très compliqué. Moi j'essaie depuis le début de marcher au fond sur une espèce de ligne de crête. Qui est très étroite, hein, on peut marcher qu'à un à la queue leu. Il y a deux précipices. D'un côté, c'est la propagande organisée dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, c'est les vraies théories complotistes qui existent aussi. Hein, où on trouve de tout avec une dimension plus ou moins mystique, religieuse, sataniste chez certains. Enfin, oui, on rencontre de tout. Voilà. C'est très compliqué de se prémunir des deux en essayant de suivre son chemin. Moi, j'arrive à le faire parce que c'est mon métier et que moi, ma ligne de conduite, c'est de lire la science. Voilà. Je passe mes journées non pas à regarder la télévision, ni à écouter la radio, ni à lire des journaux, ni à surfer sur Internet, hein, mais à lire des livres et des articles scientifiques. Voilà. Ce qui me protège au fond de ça. Mais pour beaucoup de citoyens, c'est extrêmement compliqué. Et comme par ailleurs, tout ce qu'ils vivent, euh, 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 la crise, la situation dans laquelle eux ont été mis, les conflits que ça a suscité, parce que ça a fracturé tout le monde, au travail, en famille, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance, en réalité, depuis 2 ans et demi. Et donc c'est très difficile quand on est comme ça en souffrance, quand on a besoin de réponses, on a besoin de clarté, on a besoin de certitude, on a besoin de repères. C'est très difficile d'admettre qu'on ne sait pas tout encore, qu'il faut éviter de chercher à se rassurer en croyant on a trouvé la grande théorie qui explique tout, etc., qu'on a identifié les grands méchants qui sont la source de tout le mal, enfin, etc. Voilà, c'est compliqué, mais on comprend les gens qui souffrent et qui n'ont pas nécessairement les outils pour arriver à s'en sortir psychiquement, mentalement, tellement par ailleurs, je répète, tout ça est douloureux. Hein. Moi, je vois beaucoup de souffrance autour de moi chez un petit peu tout le monde, et pas simplement chez ceux qui ont subi des attaques personnelles, publiques, etc., hein, mais également chez le citoyen lambda qui, euh, qui, 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 qui vit tout ça et dont, je répète, ça a souvent bouleversé une partie de sa vie sociale, voire même fracturé les familles, etc. Hein, voilà. Alors, votre deuxième question, c'était, je l'ai oublié, excusez-moi. Je vous en prie, par rapport au système de fact-checking, qui vous pensez a mis ce système en place, qui est un système, en tout cas, d'après moi, alors je suis vraiment beaucoup dans l'information que depuis 2 ans, donc voilà, peut-être que cette chose a existé avant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment collé à cette crise sanitaire qu'on a vécue. Ce système de fact-checking est apparu comme sorti de on ne sait pas trop d'où. Et d'après vous, est-ce que vous avez des pistes de réflexion ou en tout cas des idées de qui a pu mettre ce système en place? Oui, bien sûr, j'en ai. Ça fait partie c'est une des choses que j'ai investiguées dans mon enquête. Hein. C'est l'occasion de le dire, d'ailleurs vous l'aviez évoqué tout à l'heure, puis j'avais pas rebondi, j'étais parti sur autre chose, mais moi j'ai mené depuis le début, depuis février 2020, hein, une enquête qui est devenue une grande enquête collective en réalité, hein, puisque j'ai collaboré au fond avec une cinquantaine de personnes, qui à deux exceptions près sont tous des collègues universitaires et ou des médecins, hein, avec notamment un réseau de médecins généralistes, hein, qui me permet de dire ce que je me permets de dire tout à l'heure, par exemple, hein, quand je vous disais le principale raison de la mortalité, de la surmortalité Covid qu'on a eue, en réalité, c'est le refus de soigner les gens. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai récolté énormément de témoignages de médecins généralistes. Alors, pour revenir à votre question, le fact-checking, mais bien sûr, c'est un des enjeux. Vous trouverez d'ailleurs un chapitre de mon tome 2, le plus gros chapitre d'ailleurs, que j'ai écrit sur le journalisme, où j'essaie d'expliquer ça. Au fond, les deux grandes caractéristiques, à un premier niveau, hein, je parle des contenus, après on va parler du financement aussi. À un premier niveau, les deux grandes caractéristiques qu'on voit très clairement se dégager là, depuis le début du XXe siècle dans l'univers des médias et de la presse, c'est premièrement la disparition de toute forme de journalisme d'investigation, le peu qu'il en reste étant en plus souvent orienté idéologiquement. Hein, un journal comme Mediapart, par exemple, on l'a bien vu dans cette crise, fait de l'enquête quand il veut bien, hein, voilà, quand ça l'arrange. Hein, puis quand ça le dérange, il se comporte comme les autres, il finit même par censurer, tout en prétendant être le champion de la liberté d'expression. Hein, ça fait rire hein, comme forme d'aveuglement ou d'hypocrisie. Voilà. Mais
Donc le premier phénomène, c'est ça, la disparition de toute forme d'investigation, la disparition de l'enquête, tout simplement, hein, au profit d'un journalisme de bureau, en réalité, hein, où les gens ne sortent jamais de leur bureau. Hein. Ils font, ils fabriquent au fond l'information, les fesses dans leur siège toute la journée, hein, avec simplement un ordinateur et un téléphone. Voilà. Cette évolution profonde du journalisme, dont le fact-checking n'est qu'une caricature, finalement, ou un cache-misère aussi, on pourrait dire, et qui s'est développé énormément, effectivement, ces dernières années, pour une raison très précise, hein, et très importante, parce qu'elle va continuer à se manifester, peut-être même de plus en plus dans les années qui viennent, hein, c'est en fait l'arrivée dans la production de l'information des géants du numérique. C'est une autre connexion qu'il faut faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la connexion qu'il faut faire entre l'univers de l'industrie pharmaceutique, les financeurs qu'il y a derrière et les géants du numérique. Voilà un deuxième lien qu'il faut faire qui est fondamental entre les géants du numérique et donc par ailleurs les médias, hein, et la production de contenu d'information. Voilà. Donc c'est le produit directement de ça. Hein. Il faut bien comprendre que les journalistes ont à peu près perdu toute indépendance, non pas simplement, comme chacun le sait, du fait que les titres de presse sont rachetés les uns après les autres par des milliardaires, si tout le monde est au courant, c'est bien sûr une première limite et une première source d'orientation imposée au traitement de l'information. Mais par ailleurs, il y a deux autres phénomènes qui sont beaucoup moins connus et c'est bien regrettable. Le premier, c'est la dépendance croissante, en tout cas dans un pays comme la France, c'est évident, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais la dépendance croissante des médias à l'égard du pouvoir politique, du gouvernement qui les subventionne. Voilà. Pas compliqué, en France, vous allez sur le site du ministère de la Culture, vous tapez aide à la presse, et vous voyez comment la quasi-totalité des titres de presse privés, hein, je ne parle pas du secteur public de l'audiovisuel, qui est très gros en France, je parle bien de la presse privée, hein, censée être privée, qui est en réalité subventionnée par l'État dans des proportions telles qu'un certain nombre de journaux qui par ailleurs sont en crise financière depuis des années, qui multiplient les plans sociaux, etc., probablement en réalité ne survivent que grâce à ça. Et sinon, auraient disparu. Des journaux comme Libération, l'Humanité, etc., qui cumulent les plans sociaux depuis des années, auraient sans doute disparu. C'est pour ça qu'ils vont chercher des financements ailleurs. D'où l'arrivée la troisième source de financement, qui devient de plus en plus importante, qui est le financement par les géants du numérique. Il faut savoir que Google, Facebook en particulier, qui sont les deux plus grands, les plus riches, hein, investissent considérablement dans les entreprises de presse, dans le journalisme depuis des années. Hein, et c'est eux qui ont amené et soutenu le développement de ce fameux fact-checking, bien sûr, hein, qui au départ n'était simplement que l'idée. Au départ, c'est très précis le fact-checking. Hein. Le point de départ, c'est on va vérifier le discours des politiciens en campagne électorale. Voilà, pour juste débunker les divers bobards qui font en permanence, ce qui paraît du bon sens, mais bon, ce que tout le monde a fait néanmoins, hein, il n'y a peut-être pas besoin d'un mot nouveau pour ça. Voilà. Mais au fil du temps, ça a totalement changé de nature pour devenir la prétention à dire le vrai du faux sur n'importe quelle question en 48 heures. Ce qui devrait nous faire tous rigoler, en fait, hein, tellement c'est ridicule. Voilà. Mais toujours pareil, on est toujours dans la pensée des petits-enfants, hein, le monde de oui-oui. Et donc, dans le monde de oui-oui, on croit qu'il y a des gens qui, de leur bureau, donc ils ne sont jamais sortis, sont capables de parler de absolument tout et n'importe quoi dans le monde et l'histoire du monde pour nous dire le vrai du faux ou le moitié vrai, hein, avec des couleurs rouges, vertes ou oranges sur n'importe quelle question. Voilà. Bon, ça devrait nous faire rigoler tellement c'est ridicule. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et ça se passe à tous les niveaux. Et cette rubrique de fact-checking qui au début était tout en bas, hein, en dernière page, tout en bas des sites d'information, etc., en réalité aujourd'hui est remontée à la une. C'est quelque chose qui devient central dans la production d'informations. Les agences de presse s'y sont mises et pendant les 2 ans et demi de cette crise sanitaire, bientôt 3 ans, pour ce qui est du monde francophone, l'AFP, l'agence France Presse, a joué un rôle majeur de désinformation en se mettant elle aussi dans cette mode du dit fact-checking, où on croit comme ça qu'en 24 heures, on va régler les problèmes, ce qui en réalité vous rend totalement dépendant des sources qui vous informent. Parce que c'est ça la vérité, évidemment. Faire un véritable travail, faire une véritable enquête, ça prend des semaines, des mois ou des années. Voilà, la vérité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Donc, à partir du moment où vous croyez, vous, que vous allez en quelques heures prendre un article sur n'importe quel sujet pour vous dire ça c'est vrai ou ça c'est faux, c'est précisément parce que vous ne faites plus d'enquête. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a des sources que vous allez croire sur parole, puis d'autres dont vous allez vous défier par principe aussi. Voilà. Donc, la bonne question devient quelles sont les sources que vous croyez sur parole?
qui sont les gens qui, en fait, quel est le bon canal d'information. Et une fois que vous avez compris ça, vous n'avez plus qu'à comprendre qui maîtrise ce canal d'information, et donc vous savez qui désinforme la presse, qui à son tour va désinformer, le tout au nom, le tout au nom de la lutte contre les fausses informations, ce qui est un comble. Mais voilà, c'est pour ça que ça marche aussi. Donc c'est ça le fact-checking, mais c'est quelque chose donc qui répond à des évolutions très profondes en réalité, hein, à la fois du milieu journalistique et plus globalement du monde de la production d'informations, hein, du monde dans lequel, je répète et j'y insiste, c'est très important, les géants du numérique ont fait une entrée fracassante et qu'ils sont en train de contrôler en fait de plus en plus, hein. Fondamentalement, si vous voulez, à partir du moment où Google contrôle les flux d'informations, vous voyez l'ampleur que ça prend, hein. Et ce qui va se passer petit à petit, c'est à partir du moment où les journalistes ne sont plus que des relais, sont la traîne de ce système, eh bien on arrive, et je termine là-dessus, hein, on arrive dans un système où d'un côté, au fond, on vous dit ce qu'il faut lire, hein, et vous tapez sur Internet, Google vous dit ce qu'il faut lire, il vous renvoie vers Wikipédia, la prétendue encyclopédie en ligne, qui fut un jour, hein, animée de belles intentions et tout, mais qui aujourd'hui est au cœur de cette lutte d'influence et où on peut lire n'importe quoi quand il s'agit de vouloir fracasser les gens qui sont pas conformes à la propagande. Donc c'est ce monde-là. Et de l'autre côté, je termine là-dessus parce que c'est quand même important de le dire, de l'autre côté, donc d'un côté on vous dit ce qu'il faut lire, et de l'autre côté on va censurer ce qu'on ne veut pas que vous lisiez. Et c'est aussi une caractéristique majeure de cette crise là, depuis bientôt 3 ans, qui est l'ampleur des phénomènes de censure. C'est proprement sidérant. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. La censure est générale. Enfin, ça va jusqu'à censurer non seulement des personnalités scientifiques, mais des revues scientifiques entières, hein. Je veux dire, Facebook censure euh, la page Facebook donc du British Medical Journal. Pourquoi? Le jour où, comme par hasard, à la une de ce site, il y a un article qui questionne la sincérité des essais cliniques de Pfizer. Voilà le monde dans lequel nous sommes rentrés, hein. Donc d'un côté, on vous dit ce qu'il faut lire, de l'autre côté, on censure ce qu'il ne faut pas lire, c'est-à-dire qu'il est en train de se mettre en place un système de contrôle de nos pensées. Merci Monsieur Mukeli. On est vraiment très heureux de vous avoir reçu. Ça faisait longtemps que nous avions envie de faire un entretien avec vous. Nous vous souhaitons le meilleur et Bameur, Bameuse, voici la fin de cet entretien et on se retrouve pour un prochain interview ou entretien très vite. Au revoir.